Du coup, on va parler de technologie barrière. On va un peu clairement mettre aussi le scope, on va mettre des barrières sur le sujet Oui. parce que c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement vaste. On va vraiment faire que la partie protection de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc très basé, médicaments injectables, stériles, etc. On va pas couvrir, Pour les stériles aseptiques, voilà. voilà, Oui. on va pas Ou stérilisation, ou sté terminal, mais oui, oui. Ouais, mais on va pas couvrir le côté protection de l'extérieur avec des produits type vaccin ou iPotent, etc. Ça sera l'occasion de faire un Moins autre live. confinement. Voilà. Moins Voilà. confinement. Là, on va vraiment se concentrer sur la partie protéger l'intérieur du produit et pour faire un produit stérile. On parle de technologie barrière. Ça veut dire quoi une technologie barrière? On a déjà deux barrières assez fortes. On a la barrière physique. Quand on compare les RAPS et les isolateurs, il faut les comparer évidemment tout de suite à ce qu'étaient les systèmes conventionnels. Le système conventionnel, quand on l'a posé, plafond laminaire ou tout ce qui peut être un peu même cartérisé, on va dire, mais qui permettait d'entrer quand même assez facilement Oui, sous les zones les plus critiques, c'est-à-dire sous les zones A, majoritairement laminaires et qui évidemment perturbaient le flux laminaire en perturbant le flux laminaire créait des soucis, des phénomènes de réentrée. Donc aéroliquement, il y avait une problématique de l'interface, l'homme ou la femme, le personnel, l'opérateur ou l'opératrice qui se trouve et qui rentre dans le milieu, évidemment, rend un grand risque de contamination au milieu. Et donc la technologie barrière, eh bien, elle rend impossible physiquement ce passage direct, je dirais, instantané, y compris par réflexe, puisqu'elle instaure une barrière rigide, essentiellement rigide, et donc qui est une vraie paroi physique, transparente en général quand même, mais rigide, et celle-ci ensuite pouvant être évidemment, euh, je dirais, additionnée de tous les éléments qui vont permettre de revenir rentrer dans le milieu, mais par l'intermédiaire d'interfaces. exactement. Interfaces de différents systèmes, on le verra plus tard, mais qui permettent de rentrer dans l'enceinte, je dirais, contrôlée que constitue le RAPS ou l'isolateur, sans pour cela avoir la possibilité d'y mettre les doigts, les mains, la tête et les cheveux, et y compris la cagoule. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est une vraie barrière physique, c'est-à-dire que si je veux arriver sur le procédé, qu'il soit simple ou qu'il soit complexe avec une ligne incomplète, eh bien je ne peux pas puisqu'il faut que je fasse quelque chose avant, c'est-à-dire je déconnecte quelque chose. Si je veux intervenir, eh bien j'interviens par des moyens qui sont des interfaces qui ne sont plus l'apport direct de l'homme au travers de ses mains, du buste essentiellement et de la tête dans le milieu qui était le milieu stérile. Il faut bien dire le milieu stérile. Exactement. Et du coup, pour cette interface-là, celle que tout le monde a bien en tête, c'est les gants. Euh, Oui, avec des manchettes et des gants. ouais, je pense qu'on peut montrer vite fait à quoi ressemble un gant. Le principe général du gant, qui peut avoir un diamètre différent, hein, pour juste poser le sujet rapide, il peut avoir un diamètre légèrement différent. Hein. Une tenue qui est soit, allez, on va le dire entre nous, une tenue de classe B ou une tenue de classe A, de classe C, classe D, ça peut arriver aussi. Des tenues qui soient différentes, mais de rentrer quand même à l'intérieur les bras et les mains, les avant-bras et les mains avec gantés, de préférence, à l'intérieur des gants et pouvoir ainsi manipuler. Et donc, ça demande évidemment un gant, mais ça demande une longueur de manchette pour pouvoir permettre d'aller évidemment manipuler tel qu'il faut. Et donc, une fixation sur la paroi qui se fait à l'aide de, voilà, de joints, de tout un tas de systèmes qui peuvent être démontables, hein, évidemment, mais qui permettent d'entrer directement avec une paire de gants à l'intérieur de la manchette et de manipuler sans avoir aucun contact, puisqu'on est déjà avec des gants dans des gants, sans aucun contact direct avec le produit. Donc voilà, un gant. Donc des Ça, gants et manchettes, ouais, puisque gants. le gant en lui-même ne se suffit pas, c'est un gant et une manchette raccordés à un orifice, on va dire. Ça a beaucoup changé, la nouvelle Nex 1, hein, le contrôle du Oui, gant, c'est une des modifications majeures, hein. oui, Tu le oui. sais, on doit contrôler maintenant de À manière intervalles réguliers. robuste et à intervalles réguliers. Tu vois, j'allais volontairement poser une question un peu naïve qui était de Vas-y. dire, puisque le gant est si pratique, du coup, ça veut dire qu'on en positionne un sur chaque carter pour pouvoir parer à toute éventualité. Mais non, par design, on doit définir la position des gants là où c'est utile. Et bon, faut prendre en compte, comme Alain le disait, alors la longueur, mais aussi la hauteur en fonction de où tu veux intervenir. Exact. Et, et Le aussi, positionnement sur le corps. exactement, et en fait, en mettre le moins possible, ne mettre que ceux qui sont utiles. Parce que, alors, les gants, ça permet d'intervenir de manière propre, mais c'est aussi, malgré tout, des risques parce que les joints peuvent être fuyards, les gants Oui, peuvent se percer, On et, peut, et donc chaque gant induit aussi son lot
comment dire, de précautions à prendre, notamment le test de gants qui, maintenant, avec la nouvelle annexe 1, est indispensable sur chaque gant pour chaque lot. Et pas Ouais. je contrôle visuellement mon gant. Maintenant, c'est une Non, c'est un méthode test robuste. d'intégrité. Ouais. C'est pas un Mais placement de produit, ce que je veux dire, mais On aimerait bien. oui, on aurait bien aimé. Mais non, il y a quand même des technologies qui arrivent ah maintenant. oui, On en a vu à la 3P notamment. oui, oui. Il y a voilà, il y en a quelques-uns qui le font. En Des place sans testeurs de fil, gants. Wi-Fi, Ouais. tablette. Vous connectez votre truc sur le gant et puis vous le contrôlez en direct, en mode tablette. C'est pas un placement de produit. Moi, j'ai vu ça. Je trouve ça vraiment, c'est Non, il y en vraiment a très très plusieurs, il y en cool. a plusieurs marques. Il y en a Oui, plusieurs marques. exactement. Et je sais que, enfin, par rapport au test GLT, où on balade la caisse, on va tester un gant, puis un autre, ça se fait machine Oui, fermée, oui. etc. Ça prend un temps opérateur, un temps machine Ou sur des fort supports, conséquent. d'ailleurs, où parfois on fixait les gants, on les remettait. Enfin, on a tout connu. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ce Ouais. que dit Florian qui est important concernant, parce que tout le monde, évidemment, on parle d'interface et de barrière physique, c'est que les wraps et les isolateurs ont apporté en termes de design une nécessité absolue, c'est celle de maqueter son process en 3D. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne faisait pas avec les flux conventionnels, il faut bien le reconnaître. À Ouais. partir du moment où on conçoit un isolateur ou un RAPS, à partir d'une ligne existante, ou en même temps qu'on conçoit une ligne, il y a un rapprochement entre l'utilisateur final, le concepteur de l'équipement, de la ligne, et le concepteur, éventuellement souvent pas le même, de l'isolateur ou du RAPS, quelles que soient les techniques, qui doit s'ajuster et qui doit se faire, mais systématiquement, par un maquettage 1-1, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est à l'échelle. C'est Il y ce a un qu'on nous moment dit dans le donné, il chat. faut être à l'échelle pour Ouais. pouvoir que tout le monde, chez le manufacturier de l'isolateur, se rendre compte, comme le disait Florian, de ce que ça donne d'avoir un gant en hauteur, d'avoir un gant en bas sur un plan incliné, d'en avoir deux trop près, d'en avoir deux trop loin. Voilà, ça Exactement. c'est vraiment C'est ce que nous dit super important. Titi Boy dans le chat. Le mock-up, super intéressant pour le positionnement des gants adaptés au process. Et ce que tu disais, hein, c'est vraiment super. Maquettage. On dit maquettage. Maquettage en bois, de préférence en bois. Hein. On est français, C'est monsieur. On est français, monsieur. Ah non, mais c'est super important. Et quand vous allez faire la FAT de vos wraps isolateurs, vous envoyez des opérateurs, vous envoyez un grand et un petit, parce qu'après, il peut avoir des conséquences ergonomiques. Et l'ergonomie est aussi super important dans le Totalement. pilotage d'une ligne, parce que quand tu as mal au dos, tu peux pas être efficace. Ah oui, on a vu rajouter des caillebotiers et des planchers pour que les gens puissent être, les plus petits soient assez grands pour pouvoir toucher, ça c'est vu. Sachant qu'on doit minimiser un peu le matériel dans une zone. Hein. Donc, quand on commence à rajouter des caillebotis, c'est pas ouf non plus. Exactement, C'est mais pas j'en très, ai très connu. fou. Puis à nouveau, c'est bien aussi, comme tu le dis, d'envoyer des opérateurs ou en tout cas des gens qui ont l'habitude de Ouais. manipuler sur la ligne et de mettre les mains dans les gants parce que eux savent en fait justement quelles sont les opérations à faire. Il y a des choses qu'on n'envisage pas forcément quand on fait l'URS et quand on fait le Oui. design de l'équipement si on ne demande pas aux gens qui s'en servent vraiment. Le D'autant gant, plus que les gants sont faits pour, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, avec les technologies barrières, que comme on n'avait plus les interfaces directes, c'est-à-dire ce côté inopiné, ce côté un peu réflexe, des choses qui se passaient et qu'on voyait, et la grande pince, enfin bon, bref, on en passait des meilleurs, j'écarte les lames et quand c'était des lames, ou j'ouvre le carter qui coupe pas la ligne quand c'est le cas. Là, effectivement, ça nous oblige à avoir et à limiter l'utilisation des gants à la gestuelle adaptée à des opérations critiques ou bien du moins de maintenance, des opérations de routine, de changement de quelque chose, d'alimentation, de décoinçage, de boîte de pétri, voilà, tous ces éléments-là qu'on ne mesurait pas en analyse fonctionnelle, on va dire, hein, et qui deviennent d'un seul coup vitaux, puisque c'était juste le moins de manchettes possible sur une distance des fois assez grande quand même, hein, et donc voilà, d'en avoir déjà 15, 20, 30, 20, 25, parce que c'est nécessaire, il faut déjà gérer 25 manchettes, quoi. le gant, tu peux nous en dire un peu plus sur sa constitution, sur... Les gants, beaucoup de gants sont en néoprène hein, aujourd'hui, beaucoup. Mais il y a d'autres matériaux qui existent. Hein. On voit des marques qui développent d'autres types de matériaux. Il faut avoir quelque chose. La difficulté dans le matériau, et pourquoi on reste sur certains matériaux et que le néoprène, ça vient comme ça tout de suite à l'idée, et que je n'en aurais peut-être pas un deuxième, comme ça immédiatement, Ouais. c'est de dire, pourquoi? C'est parce qu'il faut avoir quand même une souplesse dans le mouvement des doigts, de manière à ce que, en même temps, on ait résistance, parce qu'on peut Faut pas toucher qu'il- quelque chose
Faut pas le un percer. guide, quelque chose, voilà, qui va percer, parce qu'il est quand même fin, assez fin en épaisseur. Et de l'autre côté, il faut quand même qu'il soit suffisamment souple pour avoir cette résistance. Donc il y a peu de matériaux qui, autrement, deviennent des gants, je disais, des gants pour lesquels on manipule la soude, très rigides, mais ceux-là, on ferait rien avec, quoi. On ne Ouais, pourrait pas décoincer avec une pince, par exemple. Là, on ne pourrait pas enlever une boîte de pétri d'un support. Enfin voilà, on ne pourrait pas exactement. le faire. Il y a un... D'ailleurs, c'est souvent une remarque qu'on a, c'est que malgré tout, avec les gants, la sensibilité Eh est oui. grandement diminuée. Donc, quand c'est Ah oui, des tâches de précision à faire, c'est pas Ah évident, bah, quoi. je vais vous raconter c'est une du petite latex. histoire. Et donc, du coup, le technicien de maintenance arrive pour faire son opération et il devait faire un démontage d'une pompe classique. Et à un moment, il se retrouve avec une toute petite vis dans la main. Il fait l'opération classique et la pompe dans la main gauche. Et il allait remonter sa pompe. Et puis là, il me regarde, il me fait Ludo, j'ai un problème. J'ai la vis dans la main. Il n'avait plus dans les doigts, il avait dans la main parce que il a perdu la sensibilité, etc. Donc la mini vis ici, la pompe là, les bras dans un isolateur. Et il me fait bon bah Ludo, la vis j'en ai besoin. Donc avec mon gant, je vais essayer de la récupérer en la faisant glisser comme ça. Mais si elle tombe, bah c'est foutu. C'est foutu. Faut tout arrêter. Bah, faut tout arrêter parce que du coup, la pompe, il pouvait pas la remonter sans cette vis-là. Donc là, vous voyez un mec qui fait 1m90, qui a des mains monstrueuses, essayer, via un gant, de récupérer une petite vis, de la refaire basculer dans ses doigts. Il y est arrivé, mais petite suée quand même en tenue zone propre. Hein, J'imagine. ouais. Mais voilà, la texture, effectivement, et la flexibilité, les sensations sont très, très, très Et on importantes. a d'ailleurs, il y a une double raison pour laquelle parfois, hein, et assez souvent maintenant de plus en plus, on laisse quand même quelques pièces plus spéciales, ce genre-là, des vis, du serrage, enfin, des choses comme ça. On en laisse des doubles dans les isolateurs ou les wraps parce qu'on les rentre directement en double. Et même, j'ai vu montrer quelques éléments plus importants en double parce que c'est pas pour se dire on les change, il peut y avoir une rupture évidemment, c'est ça, mais c'est parce qu'il peut arriver qu'avec la gestuelle gaucher-droitier, hein, parce que c'est important de savoir si quelqu'un est droitier ou gaucher. Et si tout le monde a réglé la chose, mais que celui qui est moins alerte d'une main, c'est pas de son bon côté qui doit visser, je prends cet exemple. Ouais. Et donc, d'où l'intérêt de visser à l'arrière plutôt, et pas à gauche si c'est des droitiers, et pas à droite si c'est des gauchers. Voilà, c'est des petits trucs, mais ces petits trucs-là que tu racontes, et que tu as raison de les raconter, il faut ressortir le fait que puisqu'on est passé avec une barrière, et qu'on sait que toute la gestuelle va être conditionnée à une ergonomie qui doit être sans faille, le plus possible, s'adapter aux tailles, s'adapter à la gestuelle, à tout ce qui doit être fait, eh bien, ça pose vraiment une question on disait du RS, de cahier des charges, Oui, mais en même temps d'analyse personnelle au oui, niveau d'un laboratoire, avant même d'en parler à un fournisseur quelconque. yes. Ok, donc là on a fait la partie barrière physique, mais du coup, Oui. il n'y a pas que ça. Il y a aussi la barrière Non. aérolique. Mais les barrières aéroliques, on pourra regarder tout à l'heure des petits schémas généraux. On a des principes quand même, c'est d'arriver par le haut et de partir par le bas. C'est quand Oui, même assez. On va oui, se le dire entre nous, ça n'a pas changé ça. C'est rare. On a par contre des points qui sont très intéressants, c'est qu'on fait évidemment il y a des flux aéroliques, et donc on doit être, on choisit aujourd'hui de parler de protection du produit, on doit, comme sous un flux conventionnel, nous assurer qu'aux points critiques, les points critiques qu'on a de maîtrise après analyse de risque, sont bien ceux qui sont, je dirais, qui ont le flux le plus propre, le plus stérile et le plus adapté à ce qu'on attend. D'où quand même les grandes discussions qui ont lieu, un pour le soufflage, puis ensuite pour les reprises. Le soufflage, c'est un soufflage en général, évidemment, plus qu'en général, c'est toujours par l'intermédiaire, essentiellement par l'intermédiaire de filtration à très haute efficacité, on va dire, qu'elle soit venue d'un élément directement installé sur le RAPS ou l'isolateur, ou qu'elle soit venue d'une centrale hein, qui va alimenter l'ensemble. Il y a des grandes discussions sur ce soufflage déjà concernant la présence de laminarité ou pas. On ouais, est souvent dans des espaces plus confinés en termes de taille, de volume. On a réduit les volumes forcément du fait qu'on a eu à concevoir beaucoup de choses. On a quand même diminué les volumes généraux du volume qu'on traite à l'intérieur. Et on peut dire que il n'y a qu'un seul, on va le faire simple, il n'y a qu'un cas dans lequel, y compris les bonnes pratiques de fabrication, l'annexe 1 et nouvelle version, disent vous pourriez ne pas avoir de flux unidirectionnel, c'est-à-dire de flux laminaire, de flux unidirectionnel, qui est mieux comme terme, dans le cas où vous faites une opération simple, et notamment dans un isolateur.
Si vous faites une ligne de process complexe, flux laminaire quand même unidirectionnel. Sous les RAPS, c'est un petit peu moins, il y a un peu moins de tolérance en disant il faut quand même plutôt essayer de souffler et faites le maximum pour souffler de l'air laminaire. Pourquoi? Parce qu'après, on va avoir de toute façon à traiter de la reprise. Mais au tout départ, le soufflage laminaire, on se souvient quand on en parle, mais c'est valable encore plus dans les petits, dans les moyens environnements, on va dire, que reconstituent des RAPS ou des isolateurs, puisqu'ils sont parfois sectionnés. Il peut y avoir 3 isolateurs qui se touchent l'un l'autre, ce sont 3 isolateurs, ou 3 parties de RAPS qui sont indépendantes les unes des autres. Et par contre, c'est pas le cas, il peut y en avoir des très grandes. Mais quand ces parties-là sont réglées, il faut pas oublier que tout obstacle au flux laminaire génère, et ça c'est une mesure physique, génère 2,5 fois de perte de la laminarité par rapport au diamètre de l'objet qu'on rencontre. Le flux laminaire rencontre un objet de 40 cm de diamètre, on va dire comme ça, il ne va être laminaire que 2 fois 5, 40 cm, c'est-à-dire 1 mètre en dessous. Pendant une distance qui sera 1 mètre, il ne sera plus du tout laminaire, il ne reviendra laminaire qu'1 mètre après. Alors, imaginez la laminarité d'1 mètre, allez, 60 cm à 1 mètre, puis quelque chose qui fait 40 cm par 40, puis 1 mètre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun isolateur, aucun RAPS, on rattrape la laminarité au point critique. C'est ça. Et en gros, je passe ma main au-dessus de quelque chose, en dessous, voilà. C'est mort, quoi. Il y a peut-être la pince papillon. D'où l'intérêt de ne pas avoir des équipements, que tous les équipements soient designés pour ne pas interrompre ce flux soufflant, d'abord ce débit soufflant, évidemment, passe à travers une vitesse normale, 0,45 mètres secondes, 0,55 à 0,35, on va dire, et qui fait un débit suffisant. Voilà. Et puis derrière, évidemment, les systèmes de reprise sont des systèmes de reprise qui vont se faire différemment selon ce que l'on a. Voilà. Alors la reprise peut se faire évidemment par le bas, évidemment, elle peut se faire directement par le bas, mais il peut y avoir aussi des systèmes qui font partie on en a parlé, de double enveloppe, par exemple, de vitres, enfin. Espace de barrière et qui permettent éventuellement de repasser l'air sous une deuxième partie sans que ça gêne la première partie. Il peut y avoir beaucoup de reprises. Attention, il va y avoir de la filtration sur la reprise, selon les cas dans lesquels on se trouve. On a une filtration, si on est directement sur un isolateur, par exemple, qui va reprendre dans un environnement donné, ou un RAPS qui va reprendre sur le traitement d'air d'une salle, il est évident qu'il va falloir filtrer l'air qui ressort. Évidemment, on a intérêt. Ça, c'est plus qu'une nécessité. Et là, on va se situer selon les débits et les reprises. On va se resituer sur les trucs classiques que tout le monde connaît, qui ont été vus dans les précédents, H14 et pas. De temps en temps, sur ceux qui sont à pénétration plus faible, qu'on appelle les ULPA, ULPA 15, enfin voilà, des choses pas plus loin que ça. Donc quand même un très beau niveau d'efficacité, mais pour de la reprise, comme on le ferait dans beaucoup d'autres domaines qui ne sont pas technologie barrière et pour lesquels il faut être sûr qu'on élimine la contamination produite, puisque c'est quand même le grand principe des environnements maîtrisés, c'est d'éliminer la contamination produite. Il y a Aïcha qui nous dit directement en question dans le chat, allez boum, pourquoi on nous demande d'avoir des schémas hydrauliques au montage du format dans l'isolateur si par principe physique la laminarité est directement perturbée? C'est une très bonne question. Merci Aïcha. C'est vrai qu'on est... Moi, je n'aime pas pour avoir fait énormément, j'ai fait 16 ans de validation et de qualification dans une centaine d'usines dans le monde, je n'aime pas ce genre je le dis, on est là pour ça, je n'aime pas ce genre de procédure, je veux dire, qui met en évidence le fait que de toute façon, on n'atteint pas le niveau. Mais on est en train de démontrer dans ce cas-là qu'on n'atteint pas ce niveau théorique, alors qu'en fait, si on positionne aussi bien dans les points critiques les mesures particulières microbiologiques, que tout ce qu'il faut en boîte de pétri, et que quand on a fait les qualifications sur l'environnement, les qualifications, les QPE, qualifications de performance environnementale, elles ont été tout à fait bonnes. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, même durant un montage, on n'a pas détruit, je dirais, l'environnement de base, et que pendant le montage, si on a une perturbation du flux, ça paraît logique au vu de ce que je viens de dire, qui sont des données de bibliographie et de normes absolument connues. C'est-à-dire qu'on ne découvre rien, quoi. La première norme date de 99 sur ces ch'tis-là, la norme ISO, 99 quand même, il y a 25 ans. Je veux dire, on le savait déjà à cette époque-là. Mais c'est aussi pour ça. C'est une demande que j'appelle prescriptive, assez prescriptive, pas très cohérente, on va le dire comme ça.
Ouais, mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est toujours intéressant quand on revient aux bases de pourquoi on fait les choses. Et tu l'as très bien expliqué. Souvent, j'ai déjà eu aussi le débat, la minarité, de la minarité, de la minarité. Il y a un moment, Ah oui, quand tu analyser. y tiens, la minarité quand tu y Ah, mais tiens. ouais, mais enfin, analyser un smoke test, c'est méga compliqué. Et Oui. te dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon, c'est extrêmement complexe parce que c'est pas, jamais ou quand il se passe rien, parfaitement laminaire. Surtout quand tu vas simuler des opérations, type montage, etc. Donc, Et, et c'est là que QP Pharma a toute son importance parce que la prochaine fois qu'on est challengé là-dessus en inspection, comme vous c'est écrit citez, dans le chat, oui, eh ben, écoutez, moi, je connais ma norme de 99, donc venez pas me tester là-dessus parce que c'est bibliographiquement démontré. Donc, vous avez 25 ans de retard, monsieur retournez, l'inspecteur. retournez lire vos normes, monsieur Saraka, ça suffit maintenant. On n'a pas de nom. Ah, C'est un une bon générique. question. Ouais, non, mais tu as raison. C'est une question sur laquelle, et elle est valable pour d'autres éléments, évidemment, vous imaginez bien, on le sait tous. C'est une question sur laquelle il faut toujours bien se poser. Et à chaque fois qu'on a ce pourquoi vous me demandez ceci, évidemment, quelqu'un va dire, mais parce que c'est normal, il doit y avoir la laminarité. Non, il ne doit pas y avoir la laminarité. Moi, je rappelle d'abord une chose, qui est toujours, toutes les normes et tous les textes GMP disent should, ils disent pas must. Donc should, c'est should. D'accord. Si on lit l'anglais, should, c'est pas must. Il y a des endroits où c'est écrit must dans les normes, dans les textes. Et le deuxième, c'est que il faut bien connaître que on a depuis, alors encore avant Florian, c'est même plus 99, je crois que c'est C'était pas né, toi. 92, les Ah, BPF 92 ans. européennes, les premières. Et ça fait donc maintenant, on va dire 32 ans. On a écrit qu'on pouvait maintenir la classe A sans être nécessairement sous flux laminaire. Les tableaux ont changé et ils n'ont plus obligé à être sous flux laminaire pour une classe A. Donc, ce que disent aujourd'hui RAPS et isolateurs, annexe 1, les paragraphes 4 et quelques, 15, 17, 18 et la suite, tout ce qu'ils disent, c'est effectivement, vous devez faire le maximum pour être en flux unidirectionnel, mais à ce moment-là, c'est pour la prévention du risque de contamination durant vos opérations. C'est vrai qu'à un moment donné, si on continue, quand on fait le montage des pompes, quel que soit le système qu'on a, des kits qui rentrent, des systèmes intégrés qui s'installent, des Ouais. usages uniques, quand on monte des pompes, on monte des pompes. Non, mais La c'est- Et couscoussière, quoi. quid du bol bouchon? Et quid Oui, du c'est ça, bol c'est ça. bouchon? Le bol bouchon, la couscoussière, quoi. Ouais, tu t'es laminé à Alors, fond, flux quoi. laminaire dans le bol Ah, bouchon, parlons-en. Et il faut croire, il faut absolument admettre, pour tous ceux qui nous écoutent, que il n'y a pas de laminarité dans la totalité d'un RAPS ni d'un isolateur, comme il n'y en avait jamais non plus sous un flux conventionnel partout. Et là, il y a des Même personnes si le plafond était totalement qui vont avoir avec des des fils. crises cardiaques, quoi. Là, il y a des gens qui ont fait des AVC. il y en a qui vont mal dormir. Ouais, il y en Ah a oui, qui parce vont mal que dormir. Là, ce qui me fait peur, c'est justement Aïcha qui répond dans le chat. Et ben, c'est pour ça que la question a été posée en inspection, c'est le montage du bol bouchon et la laminarité. Bon, bah, eh oui, eh oui. Compliqué. bien. L'idée, c'est on est dans une technologie barrière. On vient de rentrer avec un moyen dont on parlera, ça dépend du type de RAPS, mais qu'on va quand même dire, on a rentré quand même un bol bouchon qu'on a stérilisé. Ça, c'est une obligation qu'on le rentre dans certains types de RAPS dans l'isolateur, on le rend stérile. C'est mieux quand même. On le rentre stérile. Donc, quand on le rentre stérile, on le rentre comment? Déjà dans une enveloppe, quelque chose qui a servi à le stériliser. Et à partir de là, on va déjà dessacher. Ben oui, bien sûr, évidemment. Et on va le positionner, on va le guider. Il y a des cales, enfin, il y a tout un tas de choses. Comment rester laminaire dans ces Oui. conditions-là? Tu nous disais en préparation, je relis un peu les notes, un truc important aussi, c'est que du coup, le flux d'air n'est plus laminaire après 60 cm déjà par définition. Je pense que On va prendre l'exemple d'un RAPS, du RAPS, qui pourrait avoir lui-même sur la ligne de production une couverture assez large au niveau du soufflage, on va dire de filtre. Évidemment, on va se retrouver par exemple avec je vais prendre un exemple avec quelque chose qui va être un peu trapézoïdal parce qu'on va avoir des parois sur lesquelles on a des manchettes, par exemple, qui vont être inclinées. On va le prendre. Mais évidemment, dès qu'on arrive à cette hauteur inclinée, on n'est plus laminaire. Donc, selon la hauteur à laquelle on se situe, on n'est plus laminaire, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant ces manchettes? Généralement, les manchettes font pas 2 mètres de long, donc on fait quand même des opérations plutôt critiques. On pourrait être amené à dégager des flacons qui tombent, à enlever des bouchons qui gênent un guide, enfin voilà, tout un tas de choses. Et régler une pompe ou n'importe quoi. Et donc, à partir de là, effectivement, on considère que sans avoir un guide particulier, c'est-à-dire vraiment j'appelle ça un carénage, à partir des filtres, qui descendent suffisamment bas, entre 60 et 80 cm, on commence à perdre la laminarité, qui est le calcul des vitesses moyennes et ainsi de suite à 20% près.
Et puis, s'il y a le moindre obstacle, bah, on tombe Là, sur c'est ce que mort. j'ai dit. Ouais. Deux fois et demi la taille de l'obstacle pour retrouver la laminarité derrière, c'est-à-dire jamais en général. Mm. Donc on essaye évidemment d'avoir les points critiques sans obstacle, évidemment. Très bien. Je C'est relis ça le un petit... design aussi. Ouais, je relis un petit peu les notes. Je sais pas si on l'a abordé, mais du coup, la partie barrière aérolique a aussi le rôle de protecteur par rapport au delta P, on le dit. Hein. Ça semble aussi évident, mais on l'a pas dit, mais c'est aussi évident. Avec fuite ou pas fuite, hein, Voilà, parce avec des que... fuites par trou de souris, par autre chose, Exactement. selon les conceptions, hein, Voilà. les isolateurs et le reste. Hein. Le petit trou de souris, le fameux mouse hole, Voilà, ça c'est la sortie de l'isolateur, c'est la voilà, sortie sortie en du général, RAMS. oui. Là, il y a une fuite, oui. Là, ça fuit. Un RAMS est clairement sur delta P parce qu'il n'y a pas une barrière physique à 100% tout autour du RAMS. Non, Donc voilà, il y a le delta non. P qui sert aussi à ça. Bon, bah voilà, on a fait les deux bonnes bases déjà. On va pouvoir Le faire delta P la autour partie du de... RAPS, Ouais, juste pour finir là-dessus, le delta P autour du RAPS, c'est quelque chose qui, comment je pourrais dire ça, qui va, qui va être qui va dépendre évidemment de ce que l'on a comme positionnement. C'est est-ce que je prends, est-ce que je suis sur un côté plus passif, est-ce que je reçois plus particulièrement l'air de l'environnement, hein, je le prends, ou est-ce que je le prends vraiment autrement. Donc déjà, je gère pas, j'ai une delta P de moins à gérer. Mais le delta P, évidemment, ne peut pas être de même nature que deux pièces conventionnelles qui sont l'une à côté de oui. l'autre, ou qu'un sas matériel ou tout le reste. Et quand on va rentrer un isolateur de transfert ou un canister, lui, il n'a pas de pression, le canister. Hmm. Isolateur de transfert, encore, on peut s'organiser, mais c'est pas le cas. Donc c'est un jeu ensuite de fuite, puisqu'on parle de produits stériles là. Hein. Un jeu de fuite de delta P qui va se créer d'un seul coup à l'ouverture. C'est d'où l'intérêt évidemment de tous les dispositifs étanches de transfert qui eux permettent de ne pas gérer de fuite.